Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Consommer, tel est le mot d'ordre de notre société actuelle. Et pourtant, consommer, ça ne rend pas forcément heureux, ça peut même provoquer des comportements addictifs. Comme si consommer, au lieu de remplir notre vide intérieur, nous faisait ressentir un vide encore plus grand. Et alors, ce puissant fond induit des systèmes compensatoires ayant pour but d'anesthésier notre souffrance. Alors, encore plus d'alcool, de tabac, de sucre, de pornographie, d'achats impulsifs, de jeux et de drogue, évidemment. Il semble même que ces comportements addictifs touchent les ados de plus en plus jeunes, avec des dégâts sur un cerveau qui n'est pas encore terminé, en tout cas qui n'a pas fini de se développer. Je vous propose qu'on revienne sur les addictions en compagnie de notre spécialiste, que vous connaissez bien, Laurent Carilla, qui est avec nous durant ces 2 heures. Et tout de suite, on va commencer à comprendre à partir de quand on considère qu'il y a addiction. Et je vous invite à réagir, à témoigner, que ce soit vous qui êtes peut-être en train de sombrer dans une addiction ou quelqu'un de vos proches, parce que on en parlera aussi peut-être dans cette émission. Les proches ont un rôle à jouer dans cette histoire. Notre numéro, vous le connaissez, vous en êtes addict, j'espère, 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla. Bonjour Brigitte. Alors, il y a évidemment un fait de société, fait divers aujourd'hui, qui laisse à penser que l'alcool au volant c'est pas bon, mais que la drogue c'est pas bon non plus, et ça peut-être qu'on ne le sait pas encore assez. La drogue, ouais, c'est important de le dire. L'alcool au volant, on le sait, il y a plein de campagnes, ça, mais la drogue au volant, c'est pareil. Enfin, quand on prend des drogues, on ne prend pas son volant. Il y a un risque mortel multiplié par 2. Et si vous prenez des drogues et de l'alcool, il y a un risque mortel multiplié par 29 d'accidents mortels. Donc voilà, c'est tout dit, quoi. Il y a pas de. Mais Voilà. c'est vrai que même moi qui quand même ai l'habitude de travailler sur les addictions, je pensais pas que la drogue était aussi dangereuse au volant que l'alcool. Bien sûr, ça altère votre jugement, votre perception des choses, la mémoire, l'attention, la prise de décision. Vous pouvez perdre contrôle. Donc pas de drogue quand on prend la voiture, et alors, même la moto. Quand on sait que les jeunes sont de plus en plus sujets à la drogue, c'est quand même inquiétant. Il y a de plus en plus d'accidents chez les jeunes en plus. Donc on le voit bien, sortie de boîte de nuit, sortie de club, des accidents. Voilà, il n'y a pas que l'alcool, et surtout les mélanges. Les mélanges, c'est encore pire. Mais c'est-à-dire alcool et drogue ou drogue et drogue. Alors, qu'est-ce qui fait que les jeunes sont de plus en plus en train de sombrer dans l'addiction ? Alors, les jeunes, ils sombrent pas dans l'addiction. Les jeunes, ils expérimentent. Les jeunes, ils consomment. Les jeunes, ils consomment vite. Et ils ont des comportements de consommation un peu addictogènes qui sont différents des adultes, en fait. Et donc, certains, un peu plus vulnérables, vont basculer justement dans la maladie, mais plus tard. Et c'est quoi ? C'est parce qu'il y a plus de liberté ? C'est parce que Internet, la circulation des infos Tout à fait, ouais. Les réseaux sociaux véhiculent plein de choses. Là, on voit chez les jeunes, il y a eu les histoires du gaz hilarant, les cartouches pour faire de la chantilly. Il y a de l'espèce de promo sur les réseaux sociaux. Il y a de la livraison via des réseaux sociaux comme Snapchat. C'est pareil avec le lean, la boisson, c'est de la limonade avec des médicaments opiacés et des anti-allergiques. Vous voyez, il y a tous ces trucs-là que les adultes, finalement, connaissent pas trop. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui découvre ça, il se fait circuler sur les réseaux sociaux, et puis il y en a plein d'autres qui. Ouais, il y a un phénomène de mode. C'est ça. C'est des phénomènes de mode. Et ça n'existait pas trop avant, puisque avant c'était juste les copains autour. Voilà, c'est ça. Et là, c'est amplifié par t'as vu, waouh, les cartouches, ou attention. C'est vrai qu'on utilise aussi les réseaux sociaux pour dire attention, les cartouches de gaz hilarant, c'est pas cool, quoi. Mais vous voyez, il y a tout ça. Il y a aussi tout ce qui est nicotine. Il y a les puffs, c'est cigarettes électroniques que les jeunes fument, en fait. Ils fument de la nicotine alors qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a aussi les snus. Les snus, c'est les petits sachets pour le coup de nicotine qu'on se met contre la gencive. Donc il y a une espèce de popularisation et de popularité des trucs, quoi. Alors évidemment, les parents ont leur rôle à jouer, et en même temps c'est pas simple. Ils sont dépassés. Oui, évidemment. Bon, mais peut-être la première question intéressante: à partir de quand on peut se rendre compte qu'on est en train de sombrer dans une addiction, ou que quelqu'un de proche, parce que je crois que les proches peuvent être aussi bien sûr. Le signal d'alarme. Bien sûr. Moi, j'utilise le moyen mnémotechnique, vous savez, le 5 fois la lettre C pendant au moins 1 an. Donc, c'est sur une période d'au moins 1 an. Donc, Q. Ouais. Non, ça, c'est des trucs cool. Bon. Perte de contrôle, le premier C. Le deuxième C, c'est l'usage compulsif. On peut pas s'empêcher d'eux. Le troisième C,
c'est le craving. Le craving, c'est l'envie irrésistible de consommer. Le 4e C, c'est un usage continu. Oui, on consomme régulièrement. C'est un peu la même chose que compulsif, non Non, compulsif, c'est vraiment, on peut pas s'empêcher d'eux. Et continu, c'est on le fait tous les jours. C'est un comportement fréquent. Et le dernier C, c'est les conséquences sur sa vie sociale, physique et psychique, quoi. Et donc 5 C pendant au moins 12 mois, on est dans l'addiction. D'accord. Donc ça, c'est déjà très clair. C'est un marqueur. Et aujourd'hui, quelle est l'addiction la plus importante et la plus grave? Enfin, c'est peut-être deux questions différentes d'ailleurs. Non, on peut coupler les deux, c'est le tabac. C'est toujours le tabac. Ouais. Le tabac tue une personne sur 2. 75 000 morts par an, hein, je crois, c'est ça. 75 000 morts par an. C'est une addiction. Tous les ans. Tous les ans en France. C'est une drogue licite. Elle tue une personne sur 2 et elle tuera même un addict à autre chose plus vite que la drogue dont l'addict est dépendant. Et c'est quoi? C'est cancer? Avec le tabac, c'est cancer essentiellement. C'est maladies cardiaques et des maladies pulmonaires aussi. Et ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que c'est aussi un anti-érection. Ah, si, on peut le dire. Oui, non, mais c'est bien dans cette émission de le dire. Pas que. C'est ça. Ça a un impact sur les vaisseaux. Comme ça touche tous les vaisseaux, donc ça a un impact sur tout ce qui est génital et c'est autant chez les hommes que chez les femmes. Voilà. Donc si vous voulez bander jusqu'à 70-80 balais, fumez pas de clope. Fumez pas de clope. Voilà. Peut-être la pipe, c'est moins dangereux. Il faut pouvoir bander. Non, mais je veux dire. Oui, la pipe. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Je savais que vous alliez tomber dans le piège. J'ai eu l'image dans ma tête. En plus. Oui, d'une pipe, évidemment. D'une pipe à fumer. C'est pareil, donc. Hein. C'est pareil. C'est aussi du tabac. C'est pareil. Et le cigare, c'est pareil. C'est pareil. En fait, tout ce qui est tout ce qui est brûlé, tout ce qui est source de combustion, c'est ça qui est nocif en fait. Après, vous avez tous les produits dans le produit. Et les campagnes anti-tabac, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ouais, ça fonctionne pas mal. L'augmentation du prix du tabac, ça joue un rôle. Les jeunes, ils sont pas trop dans le tabac. Il y a la cigarette électronique qui est là. On va voir. Le tabac, ça commence à fonctionner quand même. Il y a déjà plus cette virilité de celui qui fume. C'est ça. Il y a plus la même image de la cigarette. Et on voit, il y a certains pays qui sont en train d'essayer d'éradiquer. Comme l'Australie, je crois, ou non, la Nouvelle-Zélande, qui est en train d'éradiquer le tabac avec un succès grandissant. Mais il y a cette histoire de la cigarette électronique qui est bien comme outil de réduction des risques. Il y a 500 fois moins de risques d'avoir un cancer avec une cigarette électronique qu'avec une cigarette. Donc c'est pas mal comme une idée de réduction des risques, même s'il peut avoir des trucs nocifs dans la cigarette électronique. Donc non, on a des signaux intéressants au niveau du tabac. Et où on en est justement de ceux qui subissent la cigarette? Est-ce que le tabagisme passif, vous voulez dire? Oui. Le tabagisme passif, c'est source. Ça peut être source de maladie. D'accord, donc il faut continuer à lutter aussi, bien évidemment, à ce niveau-là. Et peut-être pour voir comme ça, quels conseils on peut donner aux proches, parce qu'on a tous autour de nous des gens qui fument trop, qui picolent trop, qui éventuellement se droguent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que si on les agresse face, ça sert à rien. C'est au contraire. Agresser, juger, culpabiliser, dramatiser ou banaliser, tout ça fonctionne pas. Il faut maintenir un dialogue ouvert, faut pas forcément se focaliser sur la consommation d'abord, faut se focaliser plutôt sur on trouve que tu vas un petit peu moins bien, qu'est-ce que tu veux pas en parler, comment ça se passe, je sais pas, pour toi dans ta vie, et après amener tout doucement la consommation, pourquoi moi, je trouve que ça m'inquiète un peu. Je trouve que, tu consommes un peu plus que nous. Pourquoi? Vous voyez, c'est aller comme ça graduellement. C'est ça les conseils. Et après, c'est essayer d'amener vers un professionnel quand c'est une situation complexe. Et alors, évidemment, l'addiction à la pornographie, c'est en hausse continuelle aussi. C'est une érection continue. Je crois que il faut pas diaboliser la pornographie et les activités sexuelles en ligne. Les activités sexuelles en ligne, à la base, ça fait partie de l'activité sexuelle, je crois, maintenant. Et les risques, c'est vraiment chez plutôt les plus jeunes qui sont exposés. Ça, c'est un vrai risque. Parce qu'ils sont exposés à des images... Les très jeunes, vous voulez dire? Oui, les très jeunes. Oui, bien sûr. Voilà, Mais on sait très bien que les 14-15 ans, les ados vont voir, il y a plus de 50% non, mais là, qui vont... on parle des très jeunes, c'est-à-dire moins de 13 ans. Voilà, eux, même 14-15 ans, il y en a qui sont pas prêts à ça. Mais bon, maintenant, ils ont tous accès librement à tout, donc ils vont faire leur éducation sexuelle. Ce qu'on voit, on voit avec tout ce qui est en ligne, une augmentation des comportements d'activité sexuelle, et pour les plus vulnérables, eux, ils basculent dans l'addiction.
Voilà. Donc là aussi, prévention. Prévention, c'est pareil. Parce qu'on ne pourra jamais interdire sur Internet la pornographie. Interdire, ça marche pas. La prohibition, ça marche pas. La prohibition, quand c'est prohibé, les gens vont ailleurs chercher le contenu. Donc on voit bien dans des pays où tout est interdit, il y a une augmentation des connexions. Donc c'est pas la peine. L'idée, c'est d'informer, mais en France, la prévention est très mal faite quand même, Brigitte. C'est une catastrophe. Oui, mais je suis bien d'accord. Il n'y a pas pratiquement. C'est des campagnes one shot avec des millions d'euros et puis ça sert à rien, quoi. Il n'y a pratiquement pas de prévention et d'ailleurs, je crois que les parents ne sont même pas conscients, la plupart, puisque je me souviens d'un sondage qui avait été fait. Il y avait à peine 20% de parents qui pensaient que peut-être leur enfant pouvait tomber sur des images pornographiques avant 10 ans. Alors que malheureusement, on a les chiffres, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus élevé, tout à fait. Bon, nous on va informer parce que sur Sud Radio on parle vrai. Avec Laurent Carilla, nous évoquons donc les addictions. Si vous êtes un petit peu inquiet pour vous ou pour vos proches, ou si vous avez été addictif, je vous en supplie, venez témoigner qu'on avance tous dans la bonne direction. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Carilla, psychiatre, médecin, spécialiste des addictions et auteur de nombreux ouvrages où vous pouvez justement mieux comprendre ce qu'est l'addiction. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais vous avez aussi écrit On n'a qu'une vie. C'est vrai. Et ça, c'était quand même un livre un peu sympa. Oui, je suis d'accord, c'est votre plus beau. Et où vous donniez évidemment beaucoup de conseils pour déculpabiliser et prendre du plaisir. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Prendre du plaisir, oui, mais ne pas tomber dans l'addiction, n'est-ce pas Frédéric? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. C'est nous. Merci. Voilà, moi je suis là pour témoigner de l'addiction dans laquelle je dirais je suis tombé suite à un traumatisme familial, professionnel. En fait, les deux étaient intimement liés, parce que j'étais embauché par mon beau-père, je travaillais avec mon épouse dans l'activité de mon beau-père. Donc, on s'est rendu compte dans le courant de la relation qu'on avait affaire à une personne toxique. Ça a d'abord beaucoup affecté mon épouse, qui a été suivie thérapeutiquement suite à la rupture de relation avec son père. Pour le coup, j'ai voulu protéger un petit peu l'ensemble et j'ai mis un petit peu des cailloux sur mes blessures à moi en fait. Et du coup, je me suis tourné pendant que mon épouse allait se soigner, d'abord sur du visionnage en fait de sites pornographiques. Et assez rapidement vers du camsex. Oui. Ça, c'était dans les années 2015, donc 2015-2016. Très vite, c'est devenu quelque chose de quotidien. Je me connectais même quand Delphine était dans les pièces à côté. Enfin, c'était vraiment prenant comme activité. On était au chômage sur cette période-là, donc. Et vous ne vous êtes pas rendu compte du tout que vous étiez en train de tomber dedans, quoi? Non, sur cette période-là, pas vraiment. Je prenais ça juste pour de la détente. C'est ça, vous vous sentiez sans doute pas très bien, et puis vous regardiez ça et ça allait mieux, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et en fait, sans regarder vraiment que, j'étais en train de plonger moi dans une forme de dépression, ce qui d'ailleurs m'a rattrapé quelques années après, puisque je me suis replongé sur une activité professionnelle dans laquelle j'ai emmené mon épouse aussi cette fois-ci. Là, en fait, j'ai abandonné en fait cette part de visionnage parce que je me suis consacré pleinement à l'activité professionnelle. Et l'activité professionnelle aidant, je me suis décroché, mais pour autant, c'était, il y avait la latence de cette dépression qui est restée. Je suis tombé dans une dépression assez profonde sur l'année 2018-2019. Mon épouse s'est rendue compte de mon état, évidemment, puisque je n'étais plus très très présent. J'ai eu un premier électrochoc de mon état qui, de par des communications avec Delphine, qui m'indiquait que
Si je prenais pas les choses en main, elle irait peut-être voir ailleurs et tout ça. Alors ça a été des coups un petit peu durs, mais ça m'a réveillé sur le premier semestre 2020. Donc là, j'ai repris mes esprits, je dirais. Et après, j'ai eu sur le courant de l'été 2020 d'autres effets un peu traumatiques liés aux professionnels. Je me suis fait arnaquer, entre autres. Je me suis rendu compte que Delphine était toujours en communication avec un autre homme dont elle m'avait parlé d'une relation épistolaire. Et ça m'a mis un coup au moral. Et du coup, là, j'ai replongé à ce moment-là sur les sexcams. Mais par contre, du visionnage, je suis passé à l'exhibition à ce moment-là. Et dans un rituel qui était que la journée de travail des salariés passée, je m'enfermais dans mon bureau, je fermais les stores et je passais sur une séquence d'exhibition de 1 à 2 heures jusqu'à assouvir une jouissance en fait. J'allais chercher. Donc vous vous masturbiez devant une caméra, c'est ça? Oui, tout à fait. Je recherchais à être visionné le plus possible. Voilà, c'est ce que je recherchais au fond, à être vu. Donc je trouve votre témoignage est vraiment intéressant parce que on voit bien déjà je trouve le lien entre dépression et addiction. On n'en parle peut-être pas assez souvent de ça. Oui, il faut. C'est une histoire. Enfin, moi, je vois beaucoup de patients comme vous qui viennent pour un motif d'hypersexualité ou d'activité sexuelle compulsive comme ça. Et c'est vrai que Brigitte, vous avez raison, il faut systématiquement rechercher, et dans toutes les addictions d'ailleurs, dépression, troubles anxieux, hyperactivité, troubles de la personnalité, tous ces éléments-là sont à rechercher et à traiter, parce que si on traite que le versant sexe et qu'on traite pas le fond, la racine, ça marche pas. Pour vous avoir déjà écouté, effectivement, couper les branches ne suffit pas. Exactement, il faut voir les racines, tout à fait. Merci. C'est ce que je suis en train d'aller chercher. Et comment vous vous sentez maintenant alors? Alors, beaucoup mieux parce que mon épouse a mis le pied dans la porte, je dirais. Elle a enfoncé la porte et c'est elle qui m'a sorti d'où j'étais. Parce qu'elle n'en pouvait plus de notre relation distante, en fait, qui se distendait en plus. Et donc, elle a cherché une ultime fois, je dirais, avant de prendre une décision irrémédiable nous concernant. Et c'est là qu'elle est tombée sur le poteau rose. Et donc, elle a découvert des échanges de photos avec des sexcameuses, en fait. Oui, bien sûr, oui. Et donc, en fait, pour moi, ça a été, alors pour elle, ça a été le coup de tonnerre, je dirais même une petite bombe atomique. Plus savoir où, elle s'imaginait pas du tout me retrouver dans cet endroit. Donc, je m'étais vraiment caché en fait de ces activités-là. Et pour moi, pour le coup, ça a été vraiment le soulagement et ce qui a marqué en fait l'arrêt de la consommation. De cette consommation. Oui, tout à fait. Et oui, c'est intéressant le fait d'être découvert par votre épouse. Ça vous donne envie de totalement arrêter. Oui, parce que c'est 80% des situations en consulte. Ouais, c'est l'autre qui découvre. Et l'autre l'autre découvre la seconde vie de l'autre en fait. Et après il y a un effet de soulagement. Alors on va pas guérir d'un coup. Moi j'aime pas ce mot guérir, mais être en rémission d'un coup, mais ça fonctionne. Ah oui, moi ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ah oui, le déclic complet. Ouais, ça m'a fait sortir et voir où j'étais parce que sans ça je ne le regardais pas en fait quoi. C'était je le niais même. Oui, bien sûr. Je niais être dans cette situation. Comme j'ai toujours nié mes souffrances, en fait. D'ailleurs, Delphine, en fait... Ça veut dire, Frédéric, que finalement, avant ce problème avec votre beau-père, il y avait de toute façon une fragilité. Mais elle était compensée par une relation affective qui va bien et qui visiblement va toujours bien, tout à fait. Malgré tout, et puis par un travail et puis une et elle se désagrège avec une activité sexuelle en ligne après. Oui, vous voyez, il y a un truc qui est l'activité sexuelle en ligne est considérée comme c'est pas grave, c'est comme ça, je vois un peu de porno, etc. Et après ça bascule, après c'est du shoot quoi.
Mais comme elle se serait désagrégée avec une substance. Ouais, je tout à dirais. fait, c'est la même chose. Parce que effectivement, elle a vu mes comportements, mais justement suite à notre mise à l'écart professionnel et familial. Elle m'a vu me jeter sur la nourriture, donc elle a su mettre des freins à ça. La nourriture, il y a eu l'alcool, elle m'a surveillé avec l'alcool. Et si je comprends bien, il me semble, en tout cas on va vous demander de répondre dans un instant, Frédéric, il me semble bien que grâce à votre épouse, vous n'avez même pas été obligé de consulter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on voit quand même l'importance de l'aide de l'autre. Ouais. On va retrouver Frédéric dans un instant, et puis on retrouvera également notre Sexy News, Flore Chéri. À tout de suite. Alors, on va donner la parole à Flore Chéri dans un instant, mais Frédéric, d'abord, je voulais savoir, vous avez été aidé ou pas ? La suite, oui, comme je l'indiquais, j'ai quand même souhaité un travail de fond sur les racines du mal. D'accord. Et bon, je suis quand même suivi, oui, thérapeutiquement par une psychologue. Super. Voilà. C'est hyper important. C'est bien, hyper important. Les racines, c'est hyper important. C'est le plus important. Tout à fait. Mais je l'ai bien compris au travers de vos différentes interventions. Donc voilà, je veux vraiment comprendre où sont les origines de tout ça. Bravo à vous. Mais c'est pour ça qu'il vient régulièrement. Ouais, mais Brigitte, je l'adore. Brigitte, ça fait longtemps que je vous connais. C'est bien de faire des piqûres de rappel pour vos auditeurs. Mais oui, parce qu'il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne sont pas encore tombées dans l'addiction, mais qui sont peut-être à deux doigts et qui vont... Ou alors qui ne sont pas encore conscients qu'ils le sont. Exactement. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre témoignage qui est très clair et qui va peut-être donner envie à d'autres personnes justement de témoigner, ou en tout cas qui permettra de prendre conscience de quelque chose, parce que Frédéric l'a bien dit, la plupart du temps quand on est dans une addiction, on est dans le déni. Bien sûr, on est dans le déni et c'est difficile et c'est souvent les autres qui font des reproches, qui culpabilisent, etc. Et après, les proches peuvent aider, mais il y a aussi ce qu'on appelle la codépendance. La codépendance, c'est que l'autre devient aussi dépendant à l'autre, quoi. Vous voyez, il devient addict au problème de l'autre, donc et addict avec toute la souffrance. Et donc c'est un vrai fouillis et il faut sortir de tout ça. Et c'est même des fois, il faut qu'il y ait une prise en charge de couple. Oui, bien sûr. Pour l'autre, c'est du tiers, l'addiction. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui se met entre les deux et qu'il fausse évidemment la relation amoureuse. Merci beaucoup Frédéric. On continue avec Flore Chéri qui va nous parler d'un Kama Sutra particulier. Oui, c'est ça. Tout mauve, violet. Il est violet. Il est beau. Il est très très beau. C'est le premier ouvrage de Léotine et Lou, paru dans la collection Les Insolentes chez Hachette. Le Kama Sutra queer, manifeste érotique saphique. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Alors non seulement parce que vous l'avez vu et vous l'avez dit, il est c'est pas pour vous, très Laurent. beau. Moi, mais j'adore entendre Flore parler. D'accord. Les dessins de Lou, ça a été illustré par Lou, sont vraiment très très réussis, sont très jolis. Et il y a aussi une volonté évidemment derrière de s'affirmer quand on est une femme et que l'on aime les femmes, au-delà des clichés qui monopolisent parfois l'image de la sexualité lesbienne. Je pense notamment au porno fait par des hommes pour des hommes. On se rappelle que lesbienne, c'est une des recherches les plus populaires sur les tubes actuellement, et c'est très loin de la sexualité réelle saphique, non seulement parce que le porno montre une sexualité de spectacle, pas toujours réaliste, mais aussi parce qu'il présente des actrices performeuses qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Ce Kama Sutra, il a été réalisé en collectant des témoignages de personnes via un compte Instagram, Sapho Sutra, tenu par les deux autrices qui ont fait le travail d'illustration et de sélection des meilleures idées. Alors dans ce Kama Sutra, il y a bien sûr la position la plus célèbre du monde lesbien qui est... ciseaux. Les ciseaux, bonne réponse. C'est bon. Oui, je vois. Où les femmes se caressent. Alors vous avez peut-être consulté le livre avant. Je pourrais lire le livre. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Où les femmes se caressent les parties génitales en entremêlant leurs jambes l'une dans l'autre, les ciseaux. Mais il y a plein de positions plus originales, plus créatives. Dans la position le miroir, l'idée est juste de se masturber face à une partenaire contrainte qui est obligée de regarder la scène sans rien faire. Ou dans la position la dune, l'idée est de caresser son partenaire et de stimuler sa partenaire. Sa partenaire, bien sûr. Bah oui. Et de stimuler ses zones érogènes, merci, avec sa poitrine. Plein de positions donc
que l'on n'a pas l'habitude de voir au catalogue du Kama Sutra classique. Alors évidemment, il y a aussi une dimension militante. L'idée, c'est de populariser l'histoire et la réalité des personnes lesbiennes. Pour ce faire, Léotine, elle a collecté aussi une sorte d'anthologie de textes et de poèmes anciens ou contemporains de personnes... Bon, on a perdu Laurent. Lesbiennes, Fleur Chéri, oui, oui. je suis désolée, Non, là, mais il y en a plein que je connais en fait. Mais le koala, par exemple, je trouve ça fabuleux. C'est très mignon, voilà. Et parfois, elles ont inventé des titres, elles sont allées chercher des choses assez créatives. J'aime beaucoup. Donc, il y a aussi des textes, des poèmes qui sont écrits par des anciens artistes, des anciennes artistes, qui viennent illustrer chaque position, une façon de donner plus de racines et plus de profondeur à un quotidien qu'elle vit, mais en fait que plein d'autres femmes ont vécu comme elle avant. Léotine m'a confié que ce travail littéraire, c'est aussi un moyen d'éviter de faire de son intimité quelque chose d'hors norme, de marginal, et dire que ce qu'elle vit, c'est somme toute quelque chose de très banal. Alors on n'a peut-être pas l'habitude dans notre imaginaire de considérer que deux femmes qui jouent, qui s'étreignent, ça a le même sérieux, la même importance qu'une relation hétérosexuelle, qu'importe. Pour Lou et Léotine, ce sexe-là, c'est la seule chose qui compte, c'est le sujet, et ça peut servir à des milliers de femmes qui, comme elles, ne savent parfois pas trop quoi faire de cette passion envahissante qu'elles ressentent pour une autre femme. Non, mais c'est intéressant parce que des Kama Sutra gays, il y en a déjà eu quelques-uns et déjà depuis pas mal d'années. Je me souviens au moins depuis 10 ans. Et c'est vrai que le Kama Sutra lesbien, il y en a. Enfin, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Il y a eu déjà des livres sur la sexualité des lesbiennes. Mais donc c'est bien. Mais il est super bien fait. Il est bien fait et en les plus, dessins, là, avec il y a un peu cette idée de Pénélope Bagieux, c'est-à-dire de venir l'ancrer dans une histoire qui donne beaucoup plus de profondeur à juste un Kama Sutra qui serait un catalogue de pratiques sexuelles. Je pourrais le lire avant de dormir ou des trucs comme ça. Mais absolument. Faut pas devenir addict après. C'est pas avec moi. Faut pas être addict non plus. C'est vrai, elle a raison, Fleur Chéri. J'ai écouté Fleur. Bon, en tout cas, merci de nous en avoir parlé. C'est un livre qui est actuellement donc dans le commerce, si vous avez envie de vous le procurer. Et je rappelle que vous pouvez aussi vous procurer le roman de Fleur Chéri, Matriarchie, c'est aux éditions de la Musardine, et vous êtes également journaliste à union.fr. Merci beaucoup, Fleur. Merci. On continue avec Pierre pour les questions intimes, 3 questions, et puis ensuite vous pourrez en poser une à Laurent Carilla. Première question, Pierre, est-ce que vous avez peut-être une petite addiction pour quelque chose? Ce serait quoi? Alors, avant tout, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Brigitte. L'addiction, alors je dirais, je ne pense pas être vraiment sujet aux addictions. Bon, on a toujours des petits fantasmes, des choses comme ça, mais une addiction précise, pas du tout. Je pense avoir assez de recul justement pour ça, pour savoir s'arrêter avant. Bon, vous avez des racines bien ancrées dans le sol. Ancré. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. Tant mieux, tant mieux. Deuxième question, est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? Ah, d'accord. Donc vous êtes addict à quelqu'un en particulier? On peut dire ça. Oui, non, j'ai jamais. Dans toute ma vie, là, j'ai 46 ans. Ouais. J'ai eu 3 relations vraiment sérieuses. Donc la première que j'ai épousée, avec qui j'ai eu des enfants, une deuxième qui a duré, je dirais, à peu près 2 ans, et une troisième qui a duré 6 ans. Mais après, en partenaire sexuel, j'ai encore assez de doigts pour les compter sans aucun souci. Ah oui, donc vous êtes. Écoutez. Je suis pas. Je dirais, je suis pas addict au. C'est pas le nombre qui compte. Voilà. Non, mais cela dit, quand on connaît la moyenne du nombre de partenaires d'un homme, je crois qu'on est autour de 10. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Un petit peu moins, je crois. 9,8, oui, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, vous êtes pas loin de ce qu'on appelle la norme. Alors évidemment, il y en a qui en ont eu beaucoup plus, mais c'est pas, contrairement à ce qu'on croirait aujourd'hui, il n'y a pas tant de relations multiples. Ouais, c'est vrai. Non, je crois pas. Donc. Je suis étonné. Je pensais justement que ça serait beaucoup plus. Non. Avec les applis, peut-être avec les applis, mais pas sûr. Hein. Pas sûr que ça soit énorme. Non, en tout cas, il y en a qui en ont beaucoup plus, bien sûr, mais la moyenne n'a pas énormément augmenté. Elle a augmenté par rapport à il y a 30 ans, c'est sûr, mais pas tant que ça. Et dernière question, quel serait le mot de sexe que vous préféreriez entendre lors du rapport sexuel? Je t'aime. C'est un grand romantique. Romantic man. Oui, les racines sont bien. Les racines solides, sont bien ancrées, tout est solide. Et oui. Bravo. Congratulations. Bon, vous pouvez poser une question à Laurent. Eh bien, moi, j'en aurais une seule, du coup, c'est quel était le plus beau moment de votre vie? Le plus beau moment de votre vie? Qu'est-ce qui vous a... Il y a eu un avant, un après, peut-être? Ou vraiment le plus beau moment de votre vie? Il y en a plein. C'est dur comme question.
C'est vrai, surtout comme ça à l'improviste. Voilà, là, je pourrais dire, ce week-end, mes 50 ans, le cadeau qu'on m'a fait, j'ai eu une de mes idoles, Enrico Macias, qui est venu chanter, j'étais pas au courant. Ça, c'était un truc fou. Ah, waouh. C'est vrai. Ouais, voilà. Et vous êtes fan d'Enrico Macias? Je suis fan d'Enrico Macias. Alors que vous adorez le métal. Mais je suis fan de métal, C'est de drôle. Kiss et d'Enrico Macias. Et ben voilà, comme quoi. Hein. C'était un énorme moment. Il y a une racine un peu tordue chez vous. Mais... Moi, je suis un peu, vous savez, Brigitte, que je suis pas tout à fait normal. Non, mais c'est rigolo ce grand écart en fait. Oui, oui. Bon, et donc c'était fou. C'est votre femme qui avait organisé Non, tout ça? c'est ma productrice, la productrice de Ça commence aujourd'hui, qui a réussi à eu Enrico Macias, ouais. Et c'est un truc fou parce que oui, je m'y attendais pas, quoi. C'est chouette, Ouais. c'est très chouette. Écoutez, merci bravo pour cette question, Pierre. Merci, Pierre. Nous en savons Je suis hyper un petit ému, peu là. plus de Laurent Carilla. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Et nous évoquons aujourd'hui les addictions avec Laurent Carilla, psychiatre spécialiste des addictions. Et je vous invite évidemment, vous aussi, à témoigner sur Sud Radio 0826 300 300. On retrouve Aïcha avec nous pour Bonjour. un problème Bonjour Laurent. Bonjour Brigitte. Bonjour Aïcha. Problème d'addiction de votre fils, hein, je crois. Oui, j'ai eu beaucoup de soucis récemment parce que ma vie a beaucoup été basculée par rapport à mon divorce depuis maintenant, ça fait presque 2 ans. Je vais divorcer, la dernière audience sera au mois de mars. Et depuis ces problèmes-là, mon fils a commencé à s'écarter, à se mettre dans sa chambre tout seul, à ne plus rester avec nous à table. Et moi, je comprenais pas. Je pensais que c'était dû à ce qui se passait à la maison avec son père. Et j'ai rien vu de tout ça, quoi. Jusqu'au jour où ma fille m'a interpellée, m'a dit maman, ça sent le shit dans la chambre. Moi, je ne connais pas l'odeur. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu de shit de ma vie. Et j'ai dit, mais non, tu te trompes, peut-être qu'il fume. Elle m'a dit, non, je sais ce que c'est parce que comme elle était au lycée aussi, c'était sa dernière année de bac, elle savait par rapport aux gens qui fumaient, l'odeur et tout. Et elle m'a dit, maman, je te certifie qu'ils fument du shit. Au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir des petits sachets. Et là, vu mon état avec son père et en plus lui, je me suis sentie encore plus mal et je ne savais plus comment réagir, comment faire. J'ai pleuré, il y a eu des disputes, mais je n'arrive pas à lui faire comprendre que ce qu'il fait, c'est pas bien, que ça me rend malade. Quand vous dites qu'il y a eu des disputes, vous vous êtes disputé avec votre fils? Oui, plusieurs fois. J'ai même essayé de le mettre à la porte. Il a quel âge? Il a 17 ans. Le mettre à la porte, non, Aïcha, ce serait, sert à rien de le mettre à la porte. Ce serait même contre-productif. J'ai tellement été submergée de problèmes. Non, mais on entend bien votre désespoir, J'en Aïcha. pouvais plus. Il fallait que j'aille le chercher au commissariat. Ah oui. Plusieurs fois. Oui, il se faisait arrêter 2 fois de suite au commissariat. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Et aujourd'hui, aujourd'hui il a diminué. Pour moi, il m'a prétendu qu'il avait arrêté, mais il avait déjà dit ça auparavant, et je l'ai cru, et après je me suis aperçue qu'il avait encore du shit. Alors, il se fait aider? Il voit quelqu'un? Non, je lui ai proposé combien de fois, il a refusé automatiquement d'y aller. Ouais. Et là, il m'a juré, il a dit que c'était la dernière fois, que c'était vraiment fini, et qu'il avait plus envie de continuer et qu'il m'a promis, quoi. Il a juré. Quand il vous dit ça, Aïcha, vous le sentez sincère ou il vous dit ça pour vous calmer? Parce que il peut avoir envie d'arrêter tout en n'y arrivant pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faudrait essayer de comprendre déjà s'il est sincère ou pas, parce qu'il peut aussi vous manipuler, vous dire oui, j'ai envie d'arrêter, alors que c'est pas vrai. Il m'a manipulé, plusieurs fois, parce que quand il me disait qu'il allait arrêter, il rentrait, il avait les yeux rouges, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fumait. Et là, récemment, je le surveille quand il rentre. Je regarde ses yeux, je le regarde et il voit que je le regarde. Aïcha,
encore une fois, on comprend que vous êtes, vous n'êtes pas bien, etc. Mais je pense qu'il faut avoir vis-à-vis de votre fils une attitude un tout petit peu différente, me semble-t-il. Complètement. Et Aïcha, vous pouvez aussi aller dans ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, même si votre fils n'a pas envie d'y aller, pour avoir plein de conseils, plein d'informations, parce que ça peut vous aider. Et je pense qu'aussi, si vous n'êtes pas bien, faut aussi vous faire aider vous, parce que c'est important d'être solide pour. C'est ce que je fais. Et après, il y a quelque chose que disait Brigitte, c'était que peut-être votre fils est devenu addict au cannabis, et que vous savez, c'est comme une maladie, et donc c'est très difficile d'arrêter juste en disant. T'as pas la volonté, voilà, ou même lui il dit j'ai la volonté de le faire. Ça peut être plus difficile que ça. Et c'est vrai qu'à un moment, je pense que dans les moments où il est un peu plus fragile ou un peu plus souple, c'est dans ces moments-là où il dit viens, on va voir quelqu'un tous les deux. C'est dans ces moments plusieurs fois. Ouais, mais il faut pas lâcher l'idée. Et je pense que ça sert à rien de le fliquer, ça marchera pas. Mais écoutez, moi là, comment vous expliquer, même avec ma psychiatre, j'en parle. Oui. Elle me donne des conseils, tout ça. Parce que j'ai subi tellement de choses et que là, je me dis, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, tu as 17 ans, dans 2 mois, tu auras 18 ans. À 18 ans, il n'y aura plus non, mais Aïcha, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que ça part aussi d'un mal-être chez lui. Peut-être que la séparation avec son père a accéléré les choses. Que vous n'alliez pas bien, c'est normal, on le comprend tout à fait, mais lui non plus va pas bien. Et j'ai l'impression que quelque part vous lui en voulez un petit peu de vous rajouter du malheur. Mais il est aussi dans le mal-être. Et c'est en ça que quand quelqu'un est dans le mal-être, plus on va un petit peu l'agresser au sens large du terme, je sais bien que vous agressez, plus il va aller mal. Oui, c'est pour ça que je lui ai dit, moi, maintenant, je peux te sauver parce que tu es encore mineur, je peux t'aider. Mais quand tu auras 18 ans... Mais vous pouvez l'aider aussi, même quand il sera majeur. Oui, c'est pas l'histoire. Mais le problème, c'est que s'il se fait arrêter encore par la police, il a 18 ans... Il aura un rappel à l'ordre. Oui, mais le casier judiciaire, il va être taché. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Fais attention. Fais attention, arrête, essaye d'arrêter, je vais t'aider. Mais est-ce que le fait d'avoir déjà été arrêté par la police lui a fait prendre conscience Même pas. Non. Non, parce qu'il avait recommencé. Il a des copains, Oui. Et ses copains, est-ce qu'ils sont aussi dans... Les fumeurs. Je pense que oui, parce qu'une fois, je savais qu'il y avait des cris, parce que j'habite au rez-de-chaussée, c'était l'été, il y avait des cris, tout ça, je suis sortie et j'ai trouvé cette bande de jeunes avec lui, bien sûr, devant un immeuble, pas très loin de chez moi, et j'ai eu tellement peur parce qu'il m'en a fait voir. Je suis descendue pour voir s'il y avait eu la police ou quelque chose de grave. Et là, je vois mon fils avec les jeunes. Et ils étaient en train de crier, et il y avait des voisins qui entendaient. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Foutez-les là, vos parents, ils vous cherchent pas, vous inquiétez pas, vos mères, elles s'inquiètent pour vous, et vous êtes là, dehors, à faire les idiots. Et j'ai pris mon fils, j'ai fait, tu rentres. Ça suffit maintenant. Ben non, il m'a laissé en plan sur le trottoir, et il est parti avec eux. Il y a un petit manque d'obéissance qui remonte à loin, Aïcha. Encore une fois. Je jure que moi, mes filles, elles sont très obéissantes. Et lui, oui, mais vous l'avez pareil. Et son père, sûrement pas, Aïcha. Non, ça je crois non, son père, je me jure, des fois, je me dis, mais il ressemble à son père de caractère. C'est ça qui me fait peur. Et justement, son père, est-ce qu'il peut un petit peu agir ou il s'en fout? Son père. Il s'est jamais soucié de ses enfants depuis la naissance. Il le gronde, il a même essayé de le frapper plusieurs fois, mais ça marche pas. Non, frapper, c'est interdit, Aïcha, aujourd'hui. Oui, non, mais façon de parler, je veux dire frapper, il a bousculé. D'accord, ça ne marche pas. Je suis là pour rappeler la loi. Oui, mais vous savez, quand vous voyez que votre fils... Non, je crois vraiment, Aïcha, ça va être long, c'est compliqué, mais il faut arriver. Moi, je vous conseille d'aller consulter dans une consulte jeune consommateur dans la ville proche de chez vous, et avoir des essais de conseils en plus. Et je pense que d'amener peut-être qu'une fois, il acceptera d'aller discuter, mais là, il est pas prêt.
il est pas prêt dans tout le contexte un peu compliqué où vous êtes de changer pour le moment. Donc je crois qu'il faut faire les choses très progressivement et surtout, faut toujours maintenir le dialogue en tout cas. Absolument, avec peut-être un peu plus d'ouverture et de compréhension, même si je comprends bien que pour vous c'est insupportable que votre fils prenne du cannabis, et je pense que beaucoup de parents qui écoutent le comprennent. Ce que je peux dire aussi que ne pourrait pas dire Laurent Carilla, c'est que j'ai entendu que vous étiez suivi par un psychiatre, il me semble. Peut-être qu'il faut rappeler que tous les gens qui sont dans les métiers d'aide, que ce soit psychiatre, thérapeute, etc., sont pas tous très au fait de ce qu'est une addiction. Donc c'est peut-être pas non plus lui qui vous donne les meilleurs conseils. Encore une fois, c'est une hypothèse, non, vous avez raison, mais je peux me permettre moi de le dire. Et donc peut-être que ce serait bien, Aïcha, aussi de vous retourner vers consultation jeune consommateur, vers ce que vous propose Laurent Carilla. Comme ça, vous aurez des conseils plus avisés sur ce que c'est qu'un jeune qui fume du cannabis. Pourquoi il fume, comment dialoguer, etc. Voilà, pour l'amener à changer. Et vous aurez peut-être des conseils plus adaptés à la situation. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même encore une fois très complexe l'addiction. Et le cannabis chez les jeunes encore plus. Voilà. Mais encore une fois, il y a énormément de jeunes malheureusement qui tombent un peu comme ça dans l'addiction au cannabis, et puis après ça va mieux. Il faut pas dramatiser non plus. Et puis peut-être que j'ai compris que vous entendiez bien avec votre fille. Peut-être que ses sœurs aussi peuvent. Elles ont essayé, Brigitte, elles ont toutes essayé. Il y en a une qui ne le supporte plus. Elle ne le supporte plus. Je sais pas. Oui, mais voyez, Aïcha, le fait qu'ils se sentent rejetés comme ça n'arrange pas les choses non plus. Oui, mais il fait rien pour aider. Mais oui, mais il fait rien parce qu'il va pas bien. Ouais, parce qu'il va pas bien. Avec une image de père pas terrible, peut-être qu'on peut comprendre aussi qu'il va pas bien, vous voyez. Bon. Lâchez rien, Aïcha. Oui, mais vous savez, dernièrement, là, il n'y a pas longtemps, ça date de 10 jours, je suis rentrée à la maison, j'étais chez mes filles à Paris et j'habite la Côte d'Azur. Je suis rentrée, je lui ai promis de pas faire, je lui ai demandé de pas faire des choses désagréables et tout, et je voulais pas partir, mais j'ai dit allez, j'en ai marre, il faut que j'aille voir mes filles. Je suis rentrée, la maison, elle était dans un état pas possible, et il m'avait promis qu'il allait le faire et tout, bref. J'en ai eu marre, j'ai dit écoute, tu vas chez ton père. Et moi, je t'accepte. Tu peux venir manger, tu peux venir, je te lave tes vêtements, mais va chez ton père. Moi, j'en peux plus, je supporte plus. Mais vous avez raison aussi. Posez vos limites, Aïcha. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Il est dans une phase terrible. On sait que parfois la relation entre sa mère, quand on a entre 16 et 18 ans, est compliquée. Mais vous avez raison. Posez aussi vos limites. Vous n'êtes pas non plus obligé de le. C'est plus un enfant. C'est un adolescent et vous avez le droit aussi de vous révolter un peu. En tout cas, je pense que vous avez besoin d'être soutenu. C'est pas facile. Et on vous a écouté avec beaucoup d'empathie. Et je pense qu'il faut suivre le conseil de Laurent Carilla. Consultation jeune consommateur. Merci Aïcha, en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous. Oui, je crois que là, on voit à quel point ça fait des dégâts pour l'entourage. Et finalement, plus l'entourage se détourne, plus... Mais surtout, faut pas se focaliser sur la consommation, en fait. C'est ça parce que souvent, c'est ça, tout se cristallise autour d'une consommation. Le cannabis ou une autre drogue, ou même les écrans, le temps passé sur les écrans. C'est des faux problèmes en fait. Il faut voir ce qu'il y a en dessous et les interactions dans le milieu familial. Oui, il est certain que ce gamin va pas bien. C'est d'une évidence totale. Alors, après, c'est peut-être, et c'est pas le cannabis qui fait qu'il va pas bien, c'est en amont. C'est ça, c'est quelque chose qui se rajoute dans la constellation de problèmes en fait. C'est encore une fois les racines qui sont pas c'est pour ça que c'est très important. Oui. Les racines, c'est ce que vous aviez dit, je sais pas si c'était la dernière fois que vous étiez venu, mais en effet, il y a les branches. C'est ça, les branches de l'arbre, qui sont les addictions. Les addictions. Les substances. Mais il faut toujours aussi aller voir comment sont les racines, parce que quand il y a addiction, il y a souvent des racines un peu défaillantes. Voilà. On va continuer avec vos témoignages, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à réagir, quelle que soit d'ailleurs cette addiction. On a parlé de sexe, on a parlé de cannabis. Il peut y avoir une addiction au sucre, à la nourriture, au jeu,
Au heavy metal, mais ça c'est positif. Et ça, c'est positif, d'accord. Je vois. Il y a un petit parti pris là, Laurent Carilla. Hein, ou à Enrico Macias aussi, c'est positif. Ah mais grave. Grave. Bon, bah tout va bien. Bon, la petite devinette. Pourquoi les femmes le matin se grattent souvent la tête? Vous avez le temps des infos pour nous donner la réponse, Laurent Je Carilla. vais réfléchir. Avec Laurent Carilla, spécialiste des addictions, psychiatre, C'est moi. et je rappelle, Laurent Carilla, que vous avez été un des premiers en France à tirer la sonnette d'alarme, à évoquer ce sujet. Merci, Brigitte. Et c'est bien de rendre à César ce qui lui appartient. Avant de donner la parole à Valérie qui nous a rejoint, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les femmes se grattent la tête le matin? Parce qu'elles ont la tête dans le cul. Oh ben voilà. Non, c'est parce qu'elles n'ont pas de couilles. Oh. C'est pour ça qu'elles se grattent la tête. Oh. Vous grattez les couilles le matin. Bah oui. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour. Pas mal la blagounette. Mais la réponse de Laurent était pas mal non plus. Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Merci mesdames. Allez. Merci mesdames. Alors Valérie, vous consommez vous fumez de la cigarette, des cigarettes? Alors je fume pas la cigarette du tout. Ah bon. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'ai découvert avec les copains étant jeune le cannabis, le petit pétard, comme on dit, de la fête. Et puis j'en suis arrivée à fumer tous les jours. Voilà, à faire mon petit pétard tous les jours. Ouais. Et puis quand ça n'allait pas bien, je me réfugiais derrière ça. Voilà, et puis C'est-à-dire quand ça n'allait pas bien, vous en fumez plus qu'un par jour? Oui, tout à fait, voilà. D'accord. Alors jamais, parce que j'ai toujours travaillé, donc jamais au travail, mais le soir, voilà, j'étais capable de me réfugier 2, 3, voilà. Et puis le dimanche, j'étais toute seule, donc si je déprimais, je pouvais me lever et puis fumer mon pétard. Et ça, puis, c'est voilà, quoi. quelque chose quand même d'intéressant et que tout le monde a remarqué quand on est seul et qu'on est peut-être un petit peu pas bien d'être seul, hein, on va forcément peut-être manger un peu plus, fumer un peu plus, boire un peu plus. Ça, c'est quelque chose de Oui, il y a ce côté autothérapeutique de la consommation en fait. Qui fait du bien au cerveau. Ça fait du bien et pour certains, quand on dépasse un peu les limites, à force de répéter, il y a des risques après On pourrait dire que ça anesthésie un petit peu ce sentiment d'être seul. Certes, la consommation, les consommations, si on prend le cannabis par exemple, les consommations c'est autothérapeutique, donc c'est antidépresseur, anxiolytique, anesthésiant quoi. Alors c'est normal, faut pas, mais attention de pas tomber dans plus. Dès qu'on consomme, Brigitte a visé autothérapeutique, dès qu'on consomme quelque chose comme un traitement médicamenteux, c'est une consommation à risque, en fait. D'accord. Et quand on multiplie consommation à risque, il y a plus de risques. D'accord. Donc, le message est clair, hein, Valérie? C'est ça. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai jamais aimé les médicaments. Bon, puis petit à petit, chemin faisant, j'ai quand même repris ma vie en main, remis dans le sport, dans le yoga. Donc petit à petit, bon, aujourd'hui, j'en suis arrivée. Là, je sens que début janvier, j'ai vraiment décidé d'arrêter. Donc je me suis fait aider par une hypnose régressive quantique. Et là, je sors. Bon, voilà, je rentre chez moi le soir. Avant, dès que je rentrais, il fallait que je fasse ma clope. Voilà. Alors que là, pas du tout. Je fais mes affaires, je fais hop. Et puis bon, souvent une fois que j'ai tout fait, que je pris ma douche, tout ça, je me fais encore sur un petit style, mais je suis au CBD depuis des mois et des mois. C'est autre chose, vous n'êtes pas au cannabis alors? Non, je ne suis plus au cannabis. Ouais, c'est une bonne chose. Le CBD, cannabidiol, c'est bon. La seule chose, c'est le CBD, il y a ce côté relaxant, etc. Ça défonce pas, mais fumer un produit, c'est ça qui a risque. Voilà, la combustion, c'est ça qui a risque. Donc l'idée, vous devriez remplacer fumer le CBD par des tisanes de CBD. Hein. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette plutôt à la tisane. Là. Des petites gouttes de CBD, ça fait du bien. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que la combustion. La combustion, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure en début d'émission. Oui, bien sûr. C'est toxique pour le cœur, pour les poumons, pour tous les vaisseaux, en fait. De fumer un produit, c'est peu importe le produit qu'on fume. Et après, il y a les effets du produit qu'on fume. Mais le CBD, ça défonce pas. Je vais penser à la tisane. Merci. Alors, pas trop longtemps, parce que il faut faire attention, si vous prenez des médicaments à côté pour d'autres maladies. Je prends pas du tout de médicaments. Parce que le CBD interagit avec certains médicaments, faut faire attention. Il faut pas prendre.
faut pas prendre trop de CBD parce que c'est pas très bon pour le foie. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je me tape la migraine une fois, je sais que c'est parce que j'ai trop fumé. Voilà. Donc, ça m'a le fait. Donc, ok. Bon. Oui, et puis, alors je vais faire l'oiseau de mauvais augure, mais ça fait toujours que 6 semaines que vous avez décidé d'arrêter. Donc, mais c'est déjà bien, Brigitte. Non, c'est formidable. Ouais. Mais prudence, 6 semaines, on n'a pas. Continuer. Il n'y a pas de recul suffisant pour dire que c'est gagné. Faut continuer. Non, on est d'accord. C'est 1 an, c'est 12 mois le pronostic. Oui. D'accord. Si pendant 1 an on n'a pas repris, c'est qu'a priori c'est gagné. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un bon marqueur. Et puis c'est toujours la même histoire. Je ne le dis pas spécialement pour vous, Valérie, mais s'il y a quelque chose, un événement dans votre vie qui est un petit peu déprimant, attention, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut replonger. On est plus vulnérable, tout à fait. Mais bon, vous avez pris là j'ai bien avancé là-dessus sur le côté perso, donc là ça va. Oui, et puis vous visiblement vous avez fait, enfin vous êtes fait aider, vous avez fait une démarche. Oh là oui, grandement. Oui, donc bon, maintenant je sens quand les choses arrivent, quand je suis dans les peurs ou quand voilà, donc j'arrive à me dire non, c'est pas la peine de te réfugier là. Je préfère monter sur le vélo, aller faire un tour de vélo ou faire une séance de yoga ou alors je vais me faire une méditation, un truc comme ça quoi. Voilà. Oui, mais donc, vous avez des ressources parce qu'en effet, bon, le sport, ça peut être une drogue, mais c'est souvent, enfin, je dirais, du temps positif. C'est quand même une drogue plutôt positive. Vous avez des ressources, quoi. C'est-à-dire, vous savez, d'abord, vous êtes conscient. Je crois que c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans votre témoignage, Valérie, c'est que vous êtes consciente quand vous pourriez déraper. Enfin, quand vous n'allez pas bien, en tout cas. Ouais, tout à fait. Parce que, au fond, souvent, les gens qui sont assez sujets aux addictions, c'est des gens qui ne sont pas réellement conscients de leur mal-être, je suppose. Non, tout à fait, vous avez raison. Et je trouve que la méditation, vous en faites un peu, non, c'est ça? Du yoga, la relaxation, yoga, la respiration, la cohérence cardiaque, tout ça, ça aide. Ça aide à se projeter au-delà de l'addiction. Oui, sauf que les gens qui sont dans le mal-être, c'est-à-dire que moi je dis souvent, je parle souvent de ce vide intérieur. Les gens qui sont dans ce malade vide intérieur, de toute façon, ils sont pas capables de faire de la respiration. Non, et c'est pour ça qu'on leur dit toujours, faites-vous aider par des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner des petits déclics, des petits guides, et après vous allez vous les auto-appliquer. C'est ça. Tandis que vous avez quand même tout ce qu'il faut pour... Oui, mais j'ai été dans ces périodes-là, quoi. Et j'ai été dans ces périodes-là où j'étais pas capable de respirer, justement. Ça m'énervait dès qu'on me disait il faut respirer. Et j'avais envie de mettre une gifle à la personne qui me disait ça, quoi. Je ne pouvais pas. Parce que j'étais dans mon vide intérieur, effectivement. Oui, enfin, vous respirez. On respire tous, sinon on meurt. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que vous respiriez pas comme il faut. C'est-à-dire, respirer, voilà. Oui. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point la respiration, qui est quelque chose de totalement obligatoire, que c'est physiologique. On peut pas s'interdire de respirer très longtemps. C'est physiologique, Et en même temps, c'est par la respiration qu'on va réguler énormément de choses. Ça a des vertus anxiolytiques fortes. Oui, je trouve que c'est assez intéressant. C'est énorme. C'est la seule chose qu'on ne peut pas arrêter, et c'est la chose qu'on peut réguler et faire qu'on va mieux. Et la cohérence cardiaque, enfin les exercices de respiration avec le cœur, c'est fabuleux. Et on peut le faire. On peut pas l'arrêter. Et on peut le faire 3 fois par jour. Ça prend 4 minutes, 5 minutes, et ça fait du bien. Moi, je recommande aux gens. Merci en tout cas Valérie, et bravo, parce que visiblement ça vous a permis d'avancer, et vous avez passé ce message à ceux qui nous écoutent. D'abord peut-être rappeler d'abord une prise de conscience qui peut venir de l'entourage d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ensuite, un vrai désir d'arrêter, parce que tant qu'il n'y a pas ce vrai désir d'arrêter, de toute façon, ça ne marchera pas. Oui, il y a déjà la maturation pour essayer de changer, le désir d'arrêter, l'envie de continuer et le maintien des choses. Et l'aide, évidemment, nécessaire. Exactement. Merci Valérie. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. C'est en compagnie de Laurent Carilla que nous évoquons aujourd'hui les addictions et comment s'en sortir, quelles sont les addictions qui sont les plus courantes aujourd'hui. On l'a dit au début d'émission, c'est toujours la cigarette. L'alcool, on a beaucoup avancé quand même avec les campagnes anti-alcool. Oui, mais ça reste quand même la deuxième cause de mort évitable dans le monde quand même. Et il y a 41 000 morts en France par an quand même. Ah, quand même, oui. Ça déjà, ça fait beaucoup. Bonjour Pedro.
Comment ça va, Brigitte? Ça va bien, merci. Bonjour à votre invité. Laurent Alors moi, je ne suis pas dans le déni. C'est que je fais partie des dommages collatéraux du gouvernement de la Macronie. C'est-à-dire que je travaille, je suis opérateur en commande numérique, mais je suis un passionné de musique et je suis auteur-compositeur. Enfin bon, ça c'est grand. J'aime pas le mot artiste, autiste d'ailleurs. Je suis un autiste, voilà. Donc j'ai 70 compos parce que j'ai... Mais pourquoi vous aimez pas le mot artiste? Non, parce que j'aime pas ça, parce que la musique c'est naturel. Quand on marche dans la rue, on a un rythme. Ce que j'aime bien, c'est quand les femmes elles marchent, elles font du bruit, elles ont un rythme. C'est ça en fait, c'est le rythme de la vie en fait. Hein. La musique c'est pas un art à part, c'est un art entier en fait. Hein. Quand les gens parlent, il y a une voix. Non mais il y a une voix, c'est musical. Oui, bien sûr, mais enfin savoir écrire de la musique, si on n'est pas artiste, on ne sait pas. Moi, j'adore la musique. Je suis d'accord avec vous. Ça adoucit les mœurs en plus. Mais moi, je suis incapable d'écrire. Une chanson. Je suis incapable. Moi, je vais écrire une chanson pour vous, Brigitte. Non, mais regardez, moi, j'avais un groupe à Paris. Si vous composez, vous êtes artiste, Pedro. Enfin bon, c'est pas le sujet du jour, mais. Non, moi Pedro, parce qu'en fait, je suis passé 5 fois chez André Berkoff. Ils ont chez André Berkoff, je suis passé 5 fois. Et ils disent que le numéro de téléphone, c'est Pépito. Et moi, c'est Pépito en fait. On me l'a dit Pedro parce qu'en fait, ils ont vu que je suis passé 5 fois chez André. Bon, on va revenir sur le sujet peut-être, hein, parce que là, je crois qu'on s'égare un peu. Mais j'aime beaucoup André Berkoff. Hein, ça me dérange pas qu'on parle de lui, mais c'est pas. Quelle est votre addiction? Mon addiction, depuis les dommages collatéraux de la Macronie, c'est en fait que j'avais plein de dates de concert. Parce que moi, je suis un peu handicapé, je suis né à Paris. Je suis un Parisien tête de chien. D'accord. Donc vous aviez des dates de concert qui ont été annulées à cause de la Covid. Voilà. Et vous avez un peu déprimé, c'est ça? On va y arriver. Limite burn-out. Limite, parce qu'en fait, moi j'avais un. D'accord. Et et vous avez consommé quoi alors pour aller mieux, enfin pour se sentir mieux? 10 fois plus d'alcool. C'est ça, d'accord. Voilà. Et vous vous êtes fait aider alors quand vous êtes dit j'ai un problème? Non, c'est que moi, chez moi, j'ai pas de médicaments, j'ai pas d'aspirine, j'ai pas de Doliprane, j'ai rien. Parce que les gens, quand ils viennent chez moi, des fois, ils ont mal à la tête. Moi, je prends de la gelée royale, je prends du miel, je prends de la vitamine D, je prends de la vitamine C. Et en fait, mon handicap, c'est que j'ai pas le permis de conduire. C'est que mon collègue musicien, qui était harmoniciste, avait une camionnette. Que... Non, ouais. Attendez, revenons sur le sujet parce que sinon on va pas y arriver. Donc vous avez consommé plus d'alcool, c'est-à-dire vous en étiez à combien de verres par jour? Non, mais moi avant le whisky c'était le week-end, je prenais un verre ou deux dans le bar très bien, avec les copains. Et là maintenant j'ai une consommation de whisky qui dépasse la norme quoi. Donc vous connaissez les normes d'ailleurs, on peut les rappeler Brigitte, c'est les normes d'alcool, c'est Santé publique France, c'est pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, avec 2 jours sans consommer et pas plus de 10 verres par semaine finalement. Donc ça c'est les normes de base et au-dessus on est un peu à risque. Et voilà. Le whisky étant quand même un alcool plus fort. Alors il y a des équivalences si vous voulez. C'est-à-dire si c'est un baby whisky, c'est égal à un demi de bière ou c'est égal à un verre de vin standard. Le standard c'est ce qui est servi dans un bar en gros. Si vous prenez un grand verre de whisky, bien évidemment vous multipliez les doses. Et c'est là où c'est nocif pour la santé. Donc là vous en êtes à combien de verres de whisky par jour? Ben là je suis à peu près à une bouteille de whisky tous les 3 jours. Une bouteille de whisky tous les 3 jours, donc c'est une consommation très excessive et je pense que il faut que vous alliez faire un point sur votre consommation avec un professionnel de santé parce que il y a des grands risques pour la santé et en plus si vous avez dit tout à l'heure j'ai aussi des handicaps, ça peut aussi majorer ces handicaps. Donc moi je vous recommande quand même là de faire un point avec votre médecin traitant d'abord, un point santé avec un bilan sanguin, avec une échographie du ventre, etc., pour voir un peu l'état, et après aller parler de cette consommation avant qu'elle devienne très problématique. Parce que là, une bouteille de whisky tous les 3 jours, une bouteille de whisky, c'est en gros, c'est 32 verres.
32 verres, une bouteille de whisky, standard, hein, des verres de bar. Donc 32 divisé par 3, ça vous fait à peu près jour, 11 verres par jour. Donc vous êtes dans la consommation ultra à risque. Voilà. Et franchement, un peu d'indulgence pour vous, parce que on sait, Laurent Carilla, que pendant les confinements, il y a eu un débordement. Il y a eu un débordement, pas uniquement sur l'alcool d'ailleurs, sur les jeux vidéo, sur la pornographie, aussi, absolument. Donc tout ça, c'est. Alors il y a des gens qui ont réussi après l'arrêt du confinement à retrouver une vie à peu près normale, et puis il y en a d'autres qui sont restés. Et on les voit en consultation. Nous, donc c'est bien d'avoir pris conscience de ça, de nous avoir appelés, et puis je crois qu'il faut suivre le conseil. Donc consommation ultra excessive, il faut aller voir un spécialiste. Voilà, exactement. On va continuer avec le cannabis à nouveau, avec Alexis qui est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Brigitte, bonjour Laurent. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. J'ai été souvent amené très jeune à fumer. Et malheureusement, c'est une addiction très jeune, du cannabis. Très jeune dans mon quartier. J'habite dans le 18e arrondissement de Paris. Et en fait, c'est un peu une drogue à risque pour les jeunes. Donc, on tombe là vraiment dedans au collège avec les poteaux. Et au final, ça reste une addiction vu que moi, j'ai malheureusement continué ça tout seul chez moi, que ce soit après les cours, avant les cours aussi. C'est tombé vraiment très vite là-dedans. Donc, j'ai vraiment lâché mes cours à cause de ça. Mes études. Je suis parti en fac, mais au final, ça n'a pas marché. Et vraiment, là, j'essaie de m'en défaire. Après beaucoup d'années, de... Et comment vous faites alors pour vous en défaire? Alors, c'est vraiment des liens. Et j'ai perdu beaucoup de liens d'amitié avec beaucoup d'amis. Donc, vraiment, c'est un secteur assez, assez engainant. Vraiment, on tombe dedans avec les amis. Tout le monde est un peu dedans, donc c'est difficile de s'en défaire. Moi, ça m'a fait perdre vraiment des amis, mais aussi ma copine. J'étais avec personne pendant très longtemps. Franchement, ça me renfermait sur moi, ça m'évitait de sortir, donc j'ai préféré arrêter. Des fois, mais là, j'ai suivi quelqu'un dans 1 an et demi. Donc ça m'a vraiment aidé là-dessus. Mais comme j'ai été fumeur pendant très longtemps, pendant 10 ans, même plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc c'est assez difficile, donc je recommande. Pour l'instant, vous avez arrêté ou vous avez repris? J'ai eu une période où j'ai arrêté. Malheureusement, j'ai repris. C'est fréquent, parce que ça des problèmes, aussi. des problèmes de famille familiale m'a fait une rechute en fait. Ouais. Donc c'était un peu mon seul moyen de m'évacuer, de m'évader. Et vous fumez moins qu'avant ou c'est toujours à même quantité? Beaucoup moins. Mais après c'était vraiment, c'était pur, c'était vraiment, j'étais dans une bulle, je faisais que ça de ma vie. Et vous avez un suivi? Là, je retourne dans mon suivi parce que j'ai repris un petit peu, beaucoup moins qu'avant, mais justement, je ne voudrais pas retomber comme dans le cas quand j'étais plus jeune, qui m'a fait un peu arrêter les études. J'ai réussi à retrouver du travail, bien heureusement, mais... J'ai l'impression quand même, Alexis, mais je parle sous le regard de Laurent Carilla. J'ai l'impression que vous êtes assez lucide, et ça c'est quand même un atout pour arriver à vous en sortir. Alors après, qu'il y ait des petites rechutes, on le sait, c'est pas si simple. Et vous avez quel âge? J'ai 25 ans là. 25 ans, d'accord. Mais vous avez repris le dessus, donc vous avez dit un suivi, vous consommez moins, et vous avez repris une vie sociale? C'est ça, mais même avec le suivi, qui m'a beaucoup aidé pendant 1 an et demi. Ouais. Malheureusement, la période après, il y a eu le confinement, tout ça, donc ce que souvent vous parliez avant. Et ça m'a beaucoup fait rechuter. Perte de prise de connaissance, de lien d'amitié avec des gens. Donc ça m'a remis dans une bulle. Ouais. Donc vraiment, c'était une sorte de boucle un peu. Donc je suis retombé dedans, ce qui a anéanti mes relations sociales, je sors pas. C'est pour ça que là, j'essaie de revoir quelqu'un, mais ça reste compliqué. Je prends conscience, je sais totalement que c'est dans lequel ça reste une drogue assez néfaste, mais qui permet d'être lucide aussi. Quelqu'un, pas comme certaines drogues, encore le crack, ou alors d'autres plus durs qui permettent vraiment de pas avoir, qui ne permettent pas d'avoir lucidité par rapport à ça. Et une période assez compliquée de ma vie, j'essaie de m'en défaire, mais ça reste imprégné en moi quand même. Et vous avez repris une vie sociale aussi ou pas?
Très peu. Vous êtes très isolé? Très peu. J'essaie en fait de me détacher. Ouais, j'essaie de me détacher un peu des relations que j'avais avant. Ouais. Mais je pense, Alexis, on va revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure des racines. Je pense que c'est bien de vous faire suivre par rapport à votre addiction, certes, mais il faut peut-être voir si la personne qui vous suit peut aussi travailler sur vos racines. Parce qu'au fond, il y a quelque chose peut-être de plus profond à soigner aussi, Alexis. Une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui peut peut-être vous aider. Parce qu'il faut, vous êtes lucide sur vous-même, mais après, ce qui nous permet d'être plus fort, entre guillemets, parce que je voudrais pas non plus considérer que c'est une faiblesse que de tomber dans l'addiction, mais ce qui nous permet d'être plus fort par rapport à l'addiction, c'est parce qu'on est plus confiant dans sa force, dans sa capacité, son estime de soi, vous voyez? Bien sûr. C'est hyper important. C'est assez compliqué quand on est dans la boue. Moi, je viens d'un milieu que c'est assez modeste. Donc, franchement, c'était déjà très compliqué pour moi d'aller voir quelqu'un, de faire ce suivi-là, de m'en sortir par rapport à d'autres personnes que je connais, qui sont très proches que moi, que j'ai perdu, qui n'ont pas eu la chance de... Alexis, on peut être dans un milieu très modeste et être quelqu'un de très bien. Je crois qu'il faut pas, il faut pas vous dévaloriser. Et puis vous avez le courage d'appeler, vous avez eu le courage de prendre conscience que vous étiez dans l'addiction. Donc appuyez-vous sur ces choses-là. Et puis ne lâchez rien. Et je pense que vous arriverez à remonter la pente. Parce que justement, vous n'êtes plus dans le déni. Et ça, encore une fois, c'est très très important. Et vous êtes accompagné. Et ça, c'est important. Merci en tout cas, Alexis. Je crois qu'on va continuer bien sûr à évoquer tout ça dans un instant. Et puis bien appeler, témoigner. Et on est là pour vous écouter. Et surtout, pas de jugement de valeur. Ah non, jamais. C'est essentiel. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300. Brigitte Lay, Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Jacques Santamaria. Il a adapté 9 livres de Simenon et il raconte le romancier qui, en ce 13 février, aurait eu exactement 120 ans. Un parcours évoqué à l'occasion d'une nouvelle édition de 117 romans durs devenus des classiques. Jacques Santamaria évoque Georges Simenon aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 21h-22h. Jacques Pessis. BMW. Faites l'expérience du plaisir de conduire 100% électrique avec la BMW X. Le nouveau SUV compact BMW. Laissez-vous guider par son nouvel écran panoramique incurvé et sa navigation en réalité augmentée. En ce moment, la BMW iX1 Finition X-Line